Bienvenue à la soirée pyjama qui fait peur. Cette soirée se déroulera en deux temps. Une première partie pour nos plus jeunes téléspectateurs. Une petite pause, si vous le désirez. Et une deuxième partie pour nos spectateurs les plus ou les moins effrayés. Voilà. Vous aurez la possibilité de pouvoir récompenser, si vous le désirez, cette petite prestation avec un lien que vous pourrez cliquer qui fonctionnera comme un chapeau. Voilà. Comme on faisait dans le spectacle avant. Je vous souhaite une bonne soirée. C'est une ogresse. Sa mère est morte. Son père est mort. Elle vit dans un immense château. Chaque dimanche, elle mange un enfant. C'est une tradition familiale. Tous les dimanches, il mange un enfant et 2 les jours fériés. C'est le mercredi que la petite ogresse chasse l'enfant. Ce mercredi, la petite ogresse a installé sa cage, une belle cage carrée, avec une porte qui s'ouvre et maintenue par une corde qu'elle maintient depuis le haut d'un arbre. À l'intérieur, elle place un gâteau. L'enfant approche, il est attiré par le gâteau. Il rentre dans la cage, elle ferme la porte. Il est pris comme un rat. Alors il pleure, il crie, il appelle sa mère. Mais c'est trop tard. Ce mercredi, la petite ogresse maintient la porte ouverte de sa cage. L'enfant approche. C'est un petit garçon. Il s'approche, mais au lieu de rentrer dans la cage, il tourne sa tête et la lève vers la petite ogresse. Oh ! Zut! Mais le petit garçon rentre quand même dans la cage. Alors la petite ogresse ferme la porte et se dit « Il est vraiment plus bête que les autres, celui-ci. » Elle descend de son arbre, regarde dans la cage, et là, le petit garçon lui dit « Alors tu es une vraie ogresse ? Mais si, je t'ai reconnue, je t'ai lu dans un documentaire, j'ai lu La vie des ogres. » Alors la petite ogresse est un peu perturbée. Elle prend la cage, la met sur son pouce-bagage et rentre dans son château. Arrivée au château, elle met la cage dans la cuisine et s'en va vaquer à ses occupations. Puis plus tard, elle revient. Elle revient vérifier l'état de sa viande. Pour cela, elle se munit d'une fourchette. Elle tâte l'enfant à travers les barreaux. Et comme d'habitude, la viande n'est pas assez charnue. Alors elle prépare une salade de sel et de poivre. D'habitude, tous les enfants pleurent, crient, appellent leur mère et ne veulent rien avaler. Eh bien, le petit garçon, il mange toute la salade. Mais savez-vous ce qu'il fait ? Il demande de la vinaigrette en plus. Alors là, la petite ogresse est complètement perturbée. Complètement perturbée. Elle se demande quand même si ce garçon est comestible. Elle décide de ne pas le manger tout de suite et d'attendre jusqu'à dimanche, voir comment cela se profile. Le dimanche arrive. La petite ogresse rentre dans la cuisine et là, horreur, malheur, la cage est vide. La petite ogresse sent la colère qui l'envahit, mais d'un seul coup, elle aperçoit au loin, là-bas, le petit garçon en train de mettre la table. Elle n'en revient pas. Alors le petit garçon s'approche et lui dit « Oh là, mais tu sais, c'était pour te rendre service, hein. Si tu préfères, je remets tout à sa place. D'ailleurs, si je puis me permettre, ta cage est légèrement cassée, vois-tu. Il y a un petit taquet sur la gauche qui ne... » Enfin bon, le garçon retourne dans la cage. La petite ogresse n'en revient pas. Vraiment... Elle ne va pas manger ce garçon ce dimanche-là, non. Elle va attendre le dimanche suivant, voir comment cela se profile.
Le mercredi, la petite ogresse se lève, mais elle est de très mauvaise humeur, car la petite ogresse n'a toujours pas mangé de petit garçon. Elle s'en va dans la forêt, et là, elle se dit qu'elle a vraiment, vraiment très faim. Seulement, elle ne peut pas manger parce que la cage est encore pleine, donc elle ne peut pas chasser de nouvel enfant, et elle ne peut toujours pas manger ce petit garçon parce qu'elle se demande s'il est vraiment comestible. Alors là, c'est une colère qui monte en elle comme elle n'en a jamais connue. Elle chute dans les feuilles, dans les cailloux, dans les bouts de bois. Elle rentre à la maison, rentre dans la cuisine, et là, la rage l'envahit. La cage est encore vide. Il n'est pas en train de mettre la table. Non, rien n'y fait. Elle n'a aucune idée de où il se trouve. Alors là, sa fureur monte. Elle saccage toute la cuisine. Elle casse toute la vaisselle. Elle défait tous les meubles. Et d'un seul coup, elle sent quelque chose qu'elle n'a jamais ressenti avant. Quelque chose qui lui grimpe du fond du ventre, jusque dans la gorge et jusqu'au bord des yeux. Et puis ça fait des petites larmes. Et d'un seul coup, quand elle allait se mettre à pleurer, elle entend « Youhou, j'étais cachée !» Alors elle se retourne, elle voit le petit garçon et elle lui dit « Oh, tu n'étais pas caché, tu n'étais pas parti. Oh, je suis contente, tu sais, tu ne vas pas partir. Parce que vois-tu, si tu restes, eh bien, je te ferai de la vinaigrette. » Et alors là, ils passent une journée tous les deux. Ils font de la vinaigrette à tire-larigot. Ils ramassent la vaisselle, ils la réparent, ils rangent tous les placards. Ils passent une journée comme ils n'en ont jamais passé. Et décidément, la petite ogresse se dit que non. Non, elle n'arrivera pas à manger ce petit garçon, non. Seulement, une petite ogresse de 7 ans qui ne mange pas, eh bien, ça tombe malade. Oui, forcément. Alors le lundi, elle a les genoux qui tremblent. Le mardi, elle a de la fièvre. Le mercredi, elle est clouée au lit. Eh bien, le petit garçon, aussi gentil qu'il est, il est resté à son chevet, jour et nuit, jusqu'à ce qu'elle guérisse. Jour et nuit, il lui a tenu la main. Même lorsqu'elle faisait des cauchemars et qu'elle disait « Je le mangerai, je le mangerai !» Eh bien, il est resté là. Si bien qu'un matin, en se réveillant, il a senti sa main qui était dans la bouche de la petite ogresse. Alors il l'a regardée. Elle l'a regardé, elle lui a fait un grand sourire et elle lui a dit « J'étais pour goûter ». Alors le petit garçon lui a dit « Non, là, décidément, vraiment, il est temps que je m'en aille ». Et le petit garçon est retourné chez lui. Mais pendant des années, tous les jours, il n'a cessé de penser à la petite ogresse. Tous les jours, et puis, alors qu'il est devenu un beau et grand jeune homme, il a décidé de retourner la voir. Il est allé la voir dans son château et il a d'abord été ébloui parce que elle aussi avait grandi. Elle est devenue une grande et belle ogresse. Et il lui a dit, voilà, je ne sais pas si tu me reconnais, mais je n'ai pas cessé de penser à toi. Et aujourd'hui, vois-tu, j'aimerais t'épouser. La petite ogresse a accepté et a promis de ne plus jamais manger personne. Et c'est ainsi qu'ils se marièrent et eurent beaucoup, beaucoup d'enfants. Et tous les mercredis, jour de chasse habituel, ils vont se promener dans la forêt où ils se sont rencontrés. Et la jeune ogresse pense à chaque fois à leur rencontre, à ce jour où il est rentré dans la cage. Ils avancent et « Allez les enfants, on va goûter !» Et si vous regardez bien, la petite dernière du fond, la toute petite, blonde comme sa maman, et bien voyez-vous, elle est en train de construire une cage carrée qui se maintient avec une corde. La même cage que... Alors moi, je vais vous raconter l'histoire de Sabrina la sorcière. Sabrina la sorcière, aujourd'hui, elle en a marre, mais vraiment très très marre, parce que son balai ne vole plus. Non mais, franchement, c'est la panade ça. Vous avez déjà vu une sorcière sans balai ? Alors, pour Sabrina, c'est un peu l'angoisse. Oh là là, il est tout neuf en plus. Qu'est-ce que je vais faire, moi, sans balai ? Quand même. Vous avez déjà vu une sorcière sans balai magique, vous ? Alors bon, si j'ai une petite course à faire, je peux prendre la balayette, hein. Mais bon, ça va pas très vite, et puis j'ai l'air tellement ridicule.
Une sorcière sur une balayette. Non, il est cassé, c'est tout. Pourtant, j'ai tout essayé, je vous jure. Les potions magiques, les remèdes de grand-mère. Je lui ai même dit des petits mots doux à mon balai. Mais non, rien du tout. C'est pas grave. Demain, j'appelle SOS Balai en détresse. Alors, le lendemain matin, Sabrina, aussitôt sortie du lit, même pas lavée, même pas habillée, et avec rien dans le ventre, elle prend son téléphone et appelle SOS Balai en détresse. Allô, SOS Balai en détresse? Oui, bonjour, c'est Sabrina la sorcière, voilà. Je vous appelle parce que mon balai est en panne. Oui, et je sais pas quoi faire. Est-ce que vous avez un bon médecin ou un hôpital très proche, s'il vous plaît? Mais enfin, calmez-vous, madame. Ne vous inquiétez pas, on va trouver une solution. Dites-moi, quand est-ce que vous avez changé les piles de votre balai pour la dernière fois? Les piles de mon balai? Comment ça? Eh bien oui, madame, il a des piles, votre balai, dans le manche. Oh? Ah oui? Oh, mais j'avais jamais vu ça, dis donc! Eh oui, madame, c'est pour ça que votre balai va refonctionner maintenant. Il suffit juste de changer les piles. Oh, merci beaucoup! SOS Balai en détresse, on peut vraiment compter sur vous. Et voilà, Sabrina a changé les piles de son balai et c'était reparti. Elle était redevenue une vraie sorcière et était partie pour des heures de vol. Et toi? Quand est-ce que tu as changé les piles de ton balai pour la dernière fois? Je vais vous raconter l'histoire de la petite fée Mélusine, qui n'avait jamais vu une nuit de pleine lune. Bah oui, parce que sa maman, à chaque fois, la couchait tôt, et spécialement ces nuits-là, car c'était des nuits un petit peu dangereuses. En effet, l'ogre de la forêt aimait beaucoup, pendant les nuits de pleine lune, faire la chasse à l'enfant, parce que c'est ce qu'il préférait le plus, l'enfant. Parce que tout ce qui est un petit peu rare est encore plus délicieux. Et comme l'enfant est assez rare les soirs de pleine lune, eh bien, vous vous doutez bien qu'il adorait manger les enfants rares. Alors la petite Mélusine, ce soir-là, a décidé de désobéir à sa maman. Elle a attendu que tout le monde dorme sur le rocher des fées, et dès que tout le monde s'était endormi sur la pointe des pieds, elle s'est sauvée. Elle est partie en direction de la forêt. Et là, comme c'était un soir de pleine lune, elle s'est émerveillée. Tout brillait partout. On aurait dit un décor d'argent. Tout était argenté. Arrivée dans la forêt, elle découvre les arbres aux cimes très hautes qui brillent de tout leur feu. Et à un moment, dans un fourré, elle voit 2 yeux briller. Alors elle a un petit peu peur là. Elle s'arrête et elle attend un petit peu. Puis là, ouf! C'est un renard qui passe, et les renards ne mangent pas les petites fées. Donc tout va bien. Alors elle continue à avancer toujours un peu plus loin dans la forêt, peut-être un petit peu trop loin. Et à un moment, elle entend, venant du cœur de la forêt, justement, elle entend un vacarme assourdissant. On aurait dit des bûcherons qui étaient en train d'abattre des arbres. Et là, elle commence à se dire qu'elle a peut-être été un petit peu trop loin. Elle va pour se retourner, quand le bruit cesse. Silence total. Il est temps de rentrer au rocher des fées maintenant. Et dès qu'elle se retourne pour repartir, le bruit reprend et commence à aller de plus en plus vite, à la vitesse du vent. Et elle sent à côté d'elle une masse immense qui s'écrase le long du sol. Alors elle est pétrifiée. Elle ferme les yeux très fort, elle met ses mains devant. Et là, 2 gros doigts la saisissent par les ailes et la soulèvent. Son pire cauchemar était arrivé. L'ogre l'avait attrapée. Et les voilà qui cheminent à travers la forêt, jusqu'à un château immense, avec un donjon qui dépassait la cime des arbres. Le pont-levis descend, et les voilà entrés dans une grande cuisine. L'ogre la regarde,
et la pose dans une petite cage qui se trouve sur la table de la cuisine. Et en riant un peu d'une manière sadique, il s'en va. La petite fée, elle est toute seule dans sa cage, et là, elle réalise à quel point sa maman va s'inquiéter, et que toutes les autres fées vont certainement la chercher dans la forêt. Et là, elle est malheureuse, et elle pleure, et elle pleure. Et les jours passent comme ça. L'ogre avait décidé de la nourrir parce qu'il la trouvait un petit peu trop maigrelette. C'est pour ça qu'il ne l'a pas mangée tout de suite. Un soir, il vient, il la regarde, et puis il lui dit « Eh bien, je crois que tu es un petit peu moins maigrelette maintenant, hein ? Et comme toutes les bonnes choses ont une fin, et que moi, j'ai faim, tout va cesser. » Et là, il sort avec son rire toujours aussi effrayant. La petite fée n'a pas bien dormi cette nuit-là. Elle n'a même pas dormi du tout. Bah oui, justement parce qu'elle a entendu une petite souris s'approcher de sa cage. Et la petite souris s'est penchée vers elle et elle a dit « Oh, depuis que l'ogre te nourrit, moi je n'ai plus rien à manger. T'aurais pas quelque chose à me donner? Parce que j'ai très faim. » Alors la petite fée lui tend son assiette qu'elle n'a même pas touchée, pleine de victuailles très appétissantes. La petite souris dévore tout en rien de temps. Puis elle regarde la petite fée, puis elle lui dit « Tu sais que l'ogre va te manger demain matin, hein? Il faudrait peut-être t'échapper. » Ben, elle dit « Je veux bien m'échapper, mais comment faire ?» Il dit « Ben écoute, maintenant que j'ai repris un peu de force, je vais pouvoir aller te ramener la clé. Je vais la voler à l'ogre. Je sais où il la cache, il la met toujours sur le buffet à côté de son rond de serviette. » Alors la petite souris disparaît quelques minutes, elle revient avec la clé entre ses pattes, elle la donne à Mélusine. Mélusine ouvre la cage et va pour s'enfuir avant que la petite souris lui dise « Attends, c'est vrai qu'il va falloir te dépêcher hein, avant que le jour ne se lève parce que l'ogre va te poursuivre, ça tu peux en être sûr. Mais laisse-moi te donner ces 3 petits cadeaux. Ça c'est une petite branche, ça voilà c'est un petit caillou minuscule et ça une petite fiole d'eau. Voilà, ces objets sont magiques. Et si tu sais bien leur parler, ils te rendront bien service et pourront peut-être te sauver la vie. » Alors la petite fée met ça dans sa poche et elle la partie. Et elle court à travers la forêt. Elle court vite car le soleil commence tout doucement à se lever. Quand l'ogre, lui, se réveille de son côté et s'aperçoit que la petite fée s'est échappée, là il s'est mis dans une rage, une colère qui ont fait trembler tous les murs du château. Oh, je n'ai pas nourri cette petite fée pour la voir s'enfuir le jour où je vais la dévorer quand même. Alors, il s'habille vite et lève la partie à la poursuite de la petite fée. Et la petite fée a presque quitté la forêt quand elle voit arriver derrière en courant l'ogre qui la poursuit. Alors, elle prend la petite fiole d'eau, elle la jette derrière elle, elle dit « Lac, naie !» Et là, hop, un immense lac est apparu juste en plein milieu de la forêt. Et là, l'ogre qui s'est retrouvé juste devant ce lac, un peu désappointé dans un premier temps, se penche et boit toute l'eau du lac. Et se repart à la poursuite de la petite fée. La petite fée court, elle arrive à sortir de la forêt et elle sent que l'ogre est sur ses pas, tout près derrière. Alors elle prend la petite branche, elle la jette derrière et dit « Et qu'une forêt naisse !» Et là, une immense forêt s'est mise à naître, hein, avec des arbres, avec des cimes qui vont toucher le ciel. Mais l'ogre est très grand. Et il est tellement grand avec ses bottes très lourdes qu'il écrase tous les arbres. Et toute la forêt disparaît devant lui. Et là, il continue sa course auprès de la petite fée, qui sent son souffle juste derrière elle. Alors, elle prend le petit caillou, elle le jette derrière, elle dit « Montagne, nais !» Et là, une immense montagne s'est mise à naître. Et vous pensez que l'ogre est de l'autre côté de la montagne maintenant? Eh bien non, il est juste en dessous, complètement écrabouillé. Alors là, la petite fée Mélusine, elle respire un petit peu. Elle décide de monter tout en haut de la montagne pour observer et voir si elle ne reconnaît pas le rocher des fées pour rentrer vite à la maison. Et là, 2 immenses mains la saisissent et l'entraînent vers le ciel. C'était sa maman qui l'avait enfin retrouvée.
Et là, elle l'enserre. Et les voilà toutes les deux à pleurer l'une avec l'autre. Hein. Tu m'as fait très peur, sais-tu? Et la petite Mélusine se met à pleurer aussi. Et on se dit que c'est peut-être de là qu'est née la rosée du matin. Et ils sont rentrés jusqu'au rocher des fées. Et là, la petite Mélusine a promis que plus jamais elle mentirait. Ou alors, juste un petit peu, pour pas faire ses devoirs le soir, ou pour pouvoir lire plus tard, à la nuit tombée, enfin bon. En tout cas, plus jamais elle s'est promenée de nuit dans la forêt. Il y a bien longtemps, vivait Édouard. Édouard était un dragon très colérique. Pour un rien, il se mettait en colère, il devenait rouge, et il terrorisait tout le monde. Le village à côté n'osait même plus sortir. Alors, un jour, le maire du village a décidé de réunir toute la population. Et il a dit, ce n'est plus possible, on ne peut plus vivre comme ça. Il faut se débarrasser d'Édouard. Alors, si vous avez une idée, allez-y. Oui, il y en avait peut-être dans la population qui avait une idée. Le problème, c'est que les idées aboutissaient toujours à la même chose. Il fallait affronter Édouard. Et Édouard, il faisait peur, mais vraiment très, très peur. Alors, il s'est passé des jours, des semaines, des mois, sans que personne ne bouge. Tout était bloqué. Les enfants n'allaient plus à l'école, les hommes ne travaillaient plus dans les champs, et même les vaches ne donnaient plus de lait. Tout était bloqué. Tout ou presque. Car de son côté, Adrien, le boulanger du village, lui, il avait une idée terrible, qu'il préférait la garder pour lui. Pendant des jours et des jours, il s'est enfermé dans son atelier pour fabriquer des gâteaux avec une recette spéciale. Et un matin, il a entreposé tous les gâteaux qu'il avait préparés sur sa charrette. Il est parti avec son cheval en direction de la grotte d'Édouard. Ce n'est pas qu'il n'avait pas peur, Adrien, non. Il avait même peur, très très peur. Mais Adrien, quand il décide quelque chose, il va jusqu'au bout. Et le voilà arrivé devant la grotte d'Édouard. Édouard ? Monsieur Édouard. Hein? Monsieur Édouard, c'est Adrien, le boulanger du village, vous devez me connaître. Je vous ai apporté quelque chose. À ce moment-là, il sent le sol trembler et apparaît devant lui l'énorme gueule de dragon d'Édouard. Mais qui es-tu qui ose me déranger pendant ma sieste? Hé, j'espère que tu as une bonne raison. Sinon je t'écrase et je te brûle. Non, monsieur Édouard, je vous ai apporté quelque chose qui, je pense, vous fera plaisir et va vous régaler. Édouard, il est surpris. C'est la première fois de sa vie que quelqu'un s'intéresse à lui et surtout lui amène quelque chose qui pourrait lui faire plaisir. Il s'approche et il voit les gâteaux. Alors, il en prend un et il mange. Oh, mais c'est bon! Il en prend un deuxième. Oh, mais c'est très bon! Il en prend un troisième. Oh, mais c'est délicieux. Oh, il en prend un quatrième, un cinquième, un sixième, un septième. Oh, mais c'est très très délicieux. Oh, j'aime beaucoup. Dans quel champ as-tu pu cueillir ces merveilles? Dans quel champ? Alors, il ne s'attendait pas à ça, Adrien. Il réfléchit vite et il dit, dans un champ magique. Voilà. Oh, dans un champ magique? Et où se trouve-t-il? Est-ce facile de le trouver?
Ah bah non, monsieur Édouard, le problème c'est que comme tous les champs magiques, il faut faire quelque chose d'extraordinaire pour le trouver. Ah oui? Qu'est-ce que je dois faire alors? Eh bien, vous devrez être bon et gentil pendant au moins 10 ans avec tout le monde. Oh, tout ça? Mais toi, comment tu as réussi à les avoir, ces merveilles-là? Moi, c'est un peu différent, c'est parce que c'est quelqu'un qui me les a apportées. Ah oui? Et pourquoi? C'est justement parce qu'il voulait être bon et gentil. Comme ça, il pourrait trouver le champ magique. Ah oui? Et toi, pourquoi tu me les as amenés? Pour la même raison, monsieur Édouard. C'est que moi, je veux être bon et gentil avec tout le monde, même avec vous. Comme ça, je trouverai le champ magique le premier. Oh, Édouard se met à réfléchir et il dit « D'accord, je vais essayer. Alors pour commencer, je vais te laisser retourner chez toi, je vais pas t'écraser et te brûler, et puis demain je viendrai au village, et je laisserai les enfants monter sur mon dos, j'aiderai les hommes aux travaux des champs, et je ne ferai plus peur aux bêtes. » Oh, Adrien, aussitôt, hop, repart chez lui. Mais en chemin, il se pose une question. Pourquoi sa ruse n'a pas marché? Ah oui, parce qu'il fallait que je vous dise la recette spéciale. C'était qu'il avait empoisonné tous les gâteaux. Et que normalement, Édouard, dès qu'il en aurait mangé un, il aurait dû tomber raide mort. Mais ça s'est pas fait. Bon, Adrien arrive au village, il prévient le maire et tous les habitants de l'arrivée de Édouard le lendemain. Le lendemain matin, tout le village attend Édouard, avec une petite crainte quand même. Et ils ne l'entendent même pas arriver, tout doux qu'il est. Et Édouard, il tient ses promesses. Oui, il invite tous les enfants à monter sur son dos, et ils s'envolent, et ils aperçoivent leur village, vu du ciel. Oh, ils sont tous heureux, ils rigolent. Et ça fait quelque chose, là, à Édouard. Et puis, il redescend et il aide tous les hommes à faire leurs travaux des champs. On n'a jamais vu une récolte se finir aussitôt. Pour fêter ça, les hommes organisent une grande fête et Édouard est invité. Et tout le monde lui parle, il parle avec tout le monde. Et Édouard, ça lui fait quelque chose là. Et même, ils se mettent à rediscuter avec les vaches qui redonnent du bon lait, elles qui avaient arrêté d'en produire. Et il se sent bien, Édouard. Et ça continue comme ça tout le temps, pendant 10 ans. Mais au bout de 10 ans, Édouard, il regarde partout. Et rien ne change. Et là, il comprend. On s'est moqué de lui. Et là, il devient rouge, Édouard. Il rentre dans une colère terrible. Et il crache le feu. Il brûle toutes les maisons, avec les enfants, les femmes, les hommes dedans. Il brûle tous les champs avec les animaux, si bien qu'en un instant, le village n'est plus qu'un trou béant et fumant. Ça leur apprendra à se moquer d'Édouard. Non. Ou alors plutôt, Édouard, les 10 ans, il les a pas vus passer. Entouré qu'il était des rires des enfants, des amis qui s'étaient faits, qui reconnaissaient les fêtes qu'il faisait. Et les animaux, les vaches qui lui donnaient du bon lait. Et Adrien, des fois, qui lui donnait encore des gâteaux à manger. Si bien qu'il a complètement oublié le champ magique. Et il se dit maintenant que c'est quand même plus agréable de vivre entouré d'amis et de rires d'enfants plutôt que de vivre tout seul dans une grotte. Une forêt lugubre et sombre, dont les arbres sont tous rabougris et couverts d'épines acérées, vit une abominable sorcière. Elle s'appelle Vesmo. Elle est méchante et cruelle, et elle a une seule grande passion,
transformer toutes les belles choses en choses horribles et puantes. Son seul compagnon est un chien, dénommé Poubelle. Il est couvert de champignons. Pour lui témoigner toute son affection, Vesmo lui botte régulièrement le derrière. Et lui, pour lui témoigner de toute sa gratitude, lui mord régulièrement les mollets. Un jour où Vesmo se promène en son domaine, elle aperçoit au loin un prince. Un prince d'une beauté stupéfiante. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Vesmo, qui a pour grande passion de transformer les plus belles choses en choses horribles, se plaît à réfléchir en quoi elle va changer ce prince. Elle s'approche, et là le prince lui dit « Il y a 4 causes à ma peine. » Vesmo n'en revient pas. Mais c'est qu'il pleure. Mais, alors vas-y, je t'écoute. Dis-moi quelles sont les 4 causes à ta peine. Alors le prince commence. Eh bien, voyez-vous, la première cause à ma peine est due à la douleur qu'inflige votre animal puant à mon séant princier. Ah, crotte, il ne parle pas notre langue. Peux-tu traduire, jeune homme, s'il te plaît, parce que je ne comprends absolument rien. Eh bien, voyez-vous, c'est que votre chien me mord les fesses et que ça fait mal. Ah, poubelle, au pied. Le chien revient. Bien, sur ce, je vais pouvoir te transformer. Non, madame, la deuxième cause à ma peine, voyez-vous, c'est que je n'ai aucune idée de l'endroit où je me trouve. Ah, mais ça, ce n'est rien. Je vais te le dire, vois-tu, tu es chez moi, tu es dans mon domaine, le domaine de Vesmo, la sorcière. Et crois-moi, tu ne vas pas en sortir comme tu es venu. Sur ce, le prince continue. Et il y a une troisième cause à ma peine, mais je ne peux vraiment pas vous la dire. Non, vraiment, cela me gêne énormément. Oh, vas-y, nous ne sommes plus à ça près. Vas-y, je t'écoute, vas-y. Eh bien, c'est votre laideur, madame. Votre laideur me gêne. Vous êtes tellement laide et vous sentez tellement mauvais que... Ah oui, alors comme ça, je sens mauvais. Ah, mais ce n'est point pour me déplaire, vois-tu, c'est l'un des meilleurs compliments qu'on puisse me faire. Mais alors, si ma présence te dérange, peut-être puis-je te faire un petit bisou? Un petit bisou, va... Non, s'il vous plaît, sorcière. Non, transformez-moi en serpent, en crapaud, en ce que vous voulez, mais par pitié, pas de bisous, baveux, pas de pitié. Moi, non, là, l'occasion est trop belle. Tu me tentes. Et la Vesmo s'approche, tend sa bouche pleine de verrues et lui fait un énorme bisou baveux. D'un seul coup, piou, le prince disparaît et là apparaît sous nos yeux Grumeau, horrible enchanteur. Ah, je te remercie, d'exquise diablesse. Vois-tu, j'étais enfermée dans un maléfice, c'était d'ailleurs la 4e cause à ma peine. Et vois-tu, je suis bien content d'être de retour, car je n'ai jamais vu pareille laideur. Je n'ai jamais vu sorcière aussi puante. Et vois-tu, je voudrais t'épouser. Vesmo, veux-tu te marier à moi, Grumeau, horrible enchanteur? Vesmo n'en revient pas, c'est bien la première fois qu'elle croise profil pareil et... Eh bien, je dois dire, Grumeau, que ton profil n'est pas pour me déplaire. Je te trouve, ma foi, bien laid, bien à mon goût, et ton haleine me fait dire oui, je veux bien être ta femme. Et c'est ainsi que Vesmo et Grumeau se marièrent. Ils vécurent heureux dans leur forêt, se disputèrent tous les jours en compagnie de Poubelle et passèrent des jours paisibles et puants. D'ailleurs, petit conseil, méfiez-vous. Si vous vous promenez en forêt et que d'un seul coup une odeur pestilentielle s'empare de vos narines, c'est peut-être que vous entrez sur le territoire de Vesmo et Grumeau. Méfiez-vous.
Mama's gonna buy you a mockingbird. And if that mockingbird won't sing, Mama's gonna buy you a dog. Saloperie, ouais. Ok, voilà. Ah. Le soir de l'Halloween, un vieil homme du New Jersey a été retrouvé mort dans la cuisine de sa maison. Bon, il vivait seul avec sa femme. L'homme n'était pas de nature facile et il maudissait les enfants. C'est pas le seul. Le 31 octobre au matin, le vieil homme avait minutieusement inséré des lames de rasoir dans des pommes qu'il prévoyait distribuer aux enfants le soir venu. Oh, c'est malin ça. Sa femme, qui s'opposait fermement aux actes criminels de son mari grincheux, décida d'arrêter le massacre prévu par le vieil homme. Ah, ben voilà, on ne peut pas s'amuser. Elle lui prépara sa tarte préférée et l'invita à en dévorer une bonne pointe au dessert, juste avant que les enfants ne viennent frapper à la porte. L'homme, qui à la manière d'un porc prenait d'énormes bouchées de tout ce qu'il ingérait, demanda à sa femme juste avant d'avaler. « Mais où as-tu pris les pommes pour faire la tarte? Je les avais toutes prises ce matin. » C'est en ingurgitant qu'il obtint sa réponse, car il se trancha la gorge de l'intérieur. Halloween, 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 Halloween. Donnez-nous des bonbons. Sinon, on défonce votre maison. Non mais ça va pas dire des choses comme ça. Mais quoi? Je suis là pour leur faire peur, oui ou non? Oui mais tu dois pas parler comme ça. Oh, ce que t'es rabat-joie, c'est incroyable. Halloween, Halloween, donnez-nous des friandises. Ou sinon, on vous fait la bise. Oh non, mais c'est n'importe quoi là. Mais quoi? Ben là, j'étais gentille, là, non? En plus, ça fait la rime. Ouais. Oh, t'es grincheux aujourd'hui. Moi je sais pas, mais qu'est-ce qu'on fait là? Ben, c'est la soirée qui fait peur, alors on raconte des histoires qui font peur. Ah. Et si on racontait The Histoire? Ah ouais. The Histoire. Alors voilà. Il y a longtemps vivait un Irlandais qui s'appelait Jack O'Lanterne. Ouais, un sacré mauvais gars, ce Jack. Il passait son temps à boire. Ouais. Et Jack c'était un fainéant, un ivrogne, et surtout il était très très près de ses sous. Il trouvait toujours quelqu'un pour lui payer à boire. Ah ouais. Il était tellement pingre qu'on l'avait surnommé Jacques le Pingre. Ouais. Et un soir d'Halloween, la veille de la fête des morts, il rencontre au pub le diable. Et le diable est venu pour s'emparer de son âme. Alors Jack l'invite à boire sa dernière bière. La bière du condamné, en quelque sorte. Oui, mais quand arrive l'addition, Jack, il exhibe sa bourse vide. Comme d'habitude. Mais c'est pas grave. Le diable est de bonne humeur ce soir-là. Qu'à cela ne tienne, dit-il. Et aussitôt, il se transforme en une espèce sonnante et trébuchante. Un bel écu d'or. Aussitôt, le Grippe-sous s'empare du malin transformé en pièces et il l'enferme dans sa bourse en compagnie d'une croix de fer. Et là, le diable est piégé. Et bloqué comme ça, le diable doit promettre à Jack un répit de 10 ans sur la terre pour le libérer. Mais 10 ans plus tard. Et oui, car 10 ans ça passe vite quand tu passes ta vie à boire et à t'amuser. Le soir d'Halloween toujours, Jack rentre chez lui après s'être enivré au pub.
et il marche sur un chemin rempli de pommiers fantomatiques. Quand tout à coup, il tombe nez à nez avec le diable venu réclamer son dû. Mais une nouvelle fois, Jack ne perd pas le nord. Il se met à genoux et dit « Maître des ténèbres, accordez-moi une dernière faveur, s'il vous plaît. J'aimerais goûter une dernière fois ces belles pommes joufflues avant de rejoindre votre royaume. Montez sur mes épaules et cueillez-en moi une, s'il vous plaît. » Une nouvelle fois, le diable se fait avoir. Et tandis qu'il cueille le fruit, Jack sort son couteau et grave dans le tronc d'arbre une croix. Le diable est piégé en l'air dans l'arbre et il promet à Jack de ne jamais prendre son âme. Mais ce n'est pas fini. Eh non, car quand Jack meurt, et oui, tout arrive, sa réputation l'a précédé. Ouais, il aurait mieux fait d'y réfléchir à 2 fois avant de proposer un nouveau contrat avec le diable. Hein. Et il ne peut accéder ni au paradis, ni en enfer. Il est condamné à errer dans les limbes. Les limbes, c'est un espèce de couloir sombre situé entre l'enfer et le paradis. Mais bon prince, le diable lui offre un feu follet pour lui permettre d'éclairer son chemin à travers sa nuit éternelle. Ça vous rappelle pas quelque chose? Allô? Oui. Eh d'ailleurs, Oh, tu savais qu'avant, c'était pas dans des citrouilles que l'on mettait les lanternes, mais dans des navets? oh ouais. Comment tu sais ça, toi? Notre fameux Jack aux lanternes, il est irlandais. Et en Irlande, on cultive plein de champs de navets. Mais au 19e siècle, les Irlandais crevaient de faim chez eux. Donc ils ont tous émigré en Amérique. Ah ouais. Eh, dis donc, t'en sais des trucs, toi, hein? Ouais, j'adore l'histoire. Donc les Irlandais arrivant en Amérique se rendent compte que là-bas, il n'y a pas du tout de champs de navets, mais plein de citrouilles. Et ils se disent, tant mieux, ça fera bien l'affaire. En plus, c'est vachement plus facile à évider qu'un navet. Ah ouais, ils s'étaient bien adaptés, les Celtes, hein? Eh oui. Et depuis ce fameux jour, on appelle les citrouilles illuminées les Jack-o'-lanternes. Et c'est aussi pour ça que depuis le 31 octobre au soir, tous les 31 octobre, les enfants se déguisent en fantômes et en monstres et viennent réclamer des bonbons. Pour les esprits qui rôdent. Alors, des bonbons ou un sort? Halloween, 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 Halloween. And if that mockingbird won't sing, Mama's gonna buy you a diamond. Alistair Globus est un artisan unique en son genre. Il répare des jouets. C'est sa plus grande passion. Alors, dans sa maison, il a installé son atelier à la cave. Tout y est. Un métier à tisser, un four et un grand établi en bois avec tous les outils possibles et inimaginables, de toutes les formes et de toutes les tailles. Sur les murs de briques rouges, des multitudes d'étagères sur lesquelles sont disposés des bocaux au contenu très étrange, des doigts, des yeux, des têtes de poupées éborgnées, des peluches éventrées, des pantins désarticulés, des robots unijambistes. Vous pensez qu'Alistair est un réparateur de jouets ordinaires? Qu'il rembourre de coton les peluches? Qu'il remplace les éléments manquants des jouets par des éléments identiques? Eh bien, vous vous trompez. Et c'est bien là toute son originalité. Sa plus grande folie est de créer des monstres. On peut voir une poupée avec un bras bionique, un cow-boy avec des jambes de Barbie, une araignée avec une tête de dragon, une sorcière avec des griffes de corbeau enfourchant une moto, et bien d'autres créatures horribles. Chaque année,
Alistair ouvre son atelier au public pour montrer ses œuvres, fièrement estampillées Alistair. Enfants et adultes se ruent dans ce grand cabinet de curiosité à en faire frémir plus d'un. Si un objet plaît, il peut être emporté en échange de quelques pièces ou d'un jouet cassé. Et Alistair vit de son commerce depuis plusieurs années, et ça fait plusieurs années que beaucoup de ces créatures qu'il a fabriquées sortent de son atelier. Mais Alistair, depuis quelque temps, se sent bien seul. Il regarde toutes ses œuvres sur les étagères, ses seules présences amies, mais elles sont inertes, immobiles. Il lui vient alors une idée. Vous savez, la même qui a animé Geppetto avec Pinocchio. Je souhaiterais que vous preniez vie. Non, la fée bleue n'est pas descendue de son étoile pour exaucer son vœu. Dans les histoires macabres, pour qu'un tel vœu soit exaucé, il faut qu'il soit entendu des entrailles de la terre. Le four noir, éteint jusqu'alors, fait un bruit orageux. Une petite flamme apparaît. Alistair, très surpris de ce mystère, s'approche. Dans un grand fracas, la porte du four s'ouvre et une grande silhouette noire vient remplir la pièce, aux yeux d'un jaune diaboliquement étincelant. Alistair reste pétrifié devant cet être maléfique qui vient exaucer son vœu. Pour remercier ton dévouement aux forces obscures, ton souhait sera exaucé. Chaque nuit de pleine lune, tes jouets s'animeront dans un grand sabbat frénétique. Après cette annonce tonitruante, l'être maléfique disparaît, aspiré par le four dont la porte claque sourdement. Alistair reste seul à nouveau, pétrifié. Doit-il se sauver en courant? Mais pour aller où? Non, il préfère attendre en espérant une bonne surprise. Les jours passent et Alistair se plonge dans ce travail pour ne pas penser. Si bien que, quand la prochaine pleine lune arrive, il ne s'en rend même pas compte et se couche comme tous les soirs. Dans la nuit, il est réveillé par un tambourinement qui vient du sous-sol. Sous sa couette, il réalise. Le grand moment est arrivé. Le tambourinement se rapproche, dans l'escalier, puis le couloir, et avec un bruit métallique qui racle le sol, jusque derrière sa porte de la chambre. Alistair sort de son lit fébrilement. Il n'ose pas allumer la lumière. Il ouvre la porte en tremblant. Il est horrifié devant le spectacle macabre qui s'offre à lui. Tous les jouets sont là, immobiles, le fixant d'un regard sombre et démoniaque. La poupée, au bras bionique, tient dans sa main une hache à la lame tranchante. Depuis cette nuit de pleine lune, personne n'a revu Alistair. La maison est restée inhabitée et vide. Seule une tache de sang sur le plancher du couloir demeure, et plus une trace des jouets ensorcelés. Certains disent qu'ils se sont dispersés aux 4 coins du monde, continuant de faire de nombreuses victimes. Certains restent introuvables. Peut-être que, parmi vos jouets, l'un d'entre eux est estampillé Alistair. Si c'est le cas, je me méfierai de la prochaine pleine lune. Little baby, don't say a word. Mama's gonna buy you a mockingbird. And if Une jeune fille qui économisait pour l'université commence à surveiller la maison d'un voisin en échange de rémunération. 1 heure après être arrivée à la maison, elle reçoit un appel téléphonique. L'homme,
au bout du fil lui dit que si elle ne sort pas de la maison, il la tuera. Elle raccroche et regarde sur l'afficheur, mais la personne qui téléphone utilise une ligne privée. 30 minutes plus tard, un autre appel. « Si tu sors pas bientôt de la maison, je te tuerai !» déclare l'homme à la voix rauque au bout du fil. La jeune fille raccroche et appelle la téléphoniste. Cette dernière suggère de garder l'homme en ligne environ 1 minute pour qu'elle puisse retracer l'appel. L'homme rappelle après 30 minutes et la gardienne parvint à le garder en ligne. Il lui répète de sortir de la maison maintenant ou il la tuera. La téléphoniste rappelle aussitôt pour sommer l'étudiante de sortir de la maison le plus rapidement possible. L'appel provient de la 2e ligne de la maison. L'assassin est à l'étage. Ça, c'est... Oh, c'est pas vrai, on peut pas être tranquille. Mais ça, c'est quand même... On est chez qui, Sylvia? On est chez moi, quand même, là. Hein, non, mais c'est pas possible, ça. On n'arrivera jamais à être... C'est pas possible, ça. Et moi, je vais vous raconter l'histoire de Louise la fermière et de Jean, le marin. Alors, Louise et Jean, ils sont très amoureux. Oui, ils n'arrêtent pas de se faire des bisous, des câlins, de se dire « je t'aime, je t'aime, je t'aime ». Ils font des balades tout le temps. Ah d'ailleurs, un jour, ils prennent la jument blanche des parents de Louise pour aller faire une balade. Ils vont jusqu'à une petite rivière. Ils trouvent un saule pleureur. Ils s'arrêtent en dessous du saule. Ils prennent la nappe pour le pique-nique. Ils installent la nourriture. Et soudainement, Jean se met à genoux. Et il sort une boîte. Et... « Veux-tu m'épouser, Louise ?» Ah oui, ah oui, oui, oui. Mais il y a un problème. Demain, je dois prendre la mer pour 1 mois. On se mariera à mon retour? Oui, pas de problème. Je t'attendrai dans la maison de ma sœur. Tu pourras me retrouver là-bas. Et c'est comme ça que Jean et Louise se séparent. 1 jour, 2 jours, 10 jours, 20 jours, 1 mois. Et 1 mois et 1 jour. 1 mois et 2 jours. Puis 1 mois et 10 jours. Puis 2 mois, 3 mois. Bon, au début, Louise ne s'inquiète pas beaucoup. Elle se dit que Jean a dû être retenu au travail, qu'il y a eu du retard, que... Puis l'inquiétude monte de plus en plus. Et s'il lui était arrivé quelque chose? Mais non, 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 non. Louise continue à garder confiance. Et puis, elle lui a promis qu'elle l'attendrait. Même si tout le monde lui dit qu'il y a peu de chances qu'il revienne, elle l'attendra. 6 mois passent. Une nuit où la lune est haute, où elle est pleine, où elle éclaire de sa lumière blanche toute la plaine, on voit au loin une petite tache blanche qui s'avance. Et derrière cette tache blanche, il y a une fumée blanche, elle aussi, qui monte, qui monte, qui monte jusque la lune. Cette tache se rapproche, c'est la jument blanche. Et sur cette jument, il y a un homme habillé tout en blanc. Et il a le visage étrangement blanc. Il galope vers une maison. Il s'arrête, il descend du cheval, il toque à la porte. « Qui est-ce » ? « C'est moi. »« Oui, oui, c'est Jean. » Louise l'a reconnu, elle ouvre la porte, elle le voit, elle saute dans ses bras, elle l'embrasse, elle lui dit « Viens, viens, on va tout de suite chez mes parents, il faut que je te montre à eux. » Et sans attendre, ils montent tous les deux sur la jument et ils galopent dans la nuit. Louise, la lune est pleine, elle éclaire ton visage. La mort t'accompagne. Cela ne te fait pas peur? Non, quand je suis avec toi, rien ne me fait peur. Oh, j'ai affreusement mal à la tête. Alors, Louise prend un foulard blanc et elle le noue autour de la tête de Jean pour lui soulager son mal. Ils arrivent à la maison,
Ils descendent tous les deux de la jument. Lui ramène la jument à l'écurie et Louise se précipite dans la maison. « Papa, maman, il est revenu ! Il est revenu, je vous disais qu'il allait revenir. Venez avec moi, il est à l'écurie, vous allez voir, vous allez voir. » Alors ils se précipitent tous à l'écurie. La jument blanche est là, elle est en sueur après avoir galopé. Et Jean, eh bien, Jean a disparu. Mais Louise, tu ne te souviens pas? La tempête, le bateau sur les rochers, Louise, l'enterrement. Il y a 6 mois, on a enterré Jean. Tu te souviens de tout ça? Et là, Louise réalise. Elle réalise qu'elle ne reverra plus jamais Jean. Alors, se rendant compte que leur amour est impossible, elle s'effondre et elle tombe raide morte. Il est décidé de les enterrer tous les deux pour qu'ils ne soient plus jamais séparés. On ouvre le caveau pour placer Louise à côté de Jean et on voit noué autour de la tête du squelette de Jean un foulard blanc. C'est étrange, non ? Je vais vous raconter l'histoire d'un ami à moi qui a mal fini. Ouais, il était très riche, hein. Il avait des manoirs, des appartements, des maisons un petit peu partout à la campagne, à la ville. Il avait des pièces remplies de meubles magnifiquement ornés, des coffres remplis de pièces d'or et d'argent, enfin, une vaisselle en or, pas très très riche. Mais ce pauvre homme, il avait un malheur, c'est qu'il avait une barbe bleue. Et cette barbe bleue le rendait si terrifiant et si effrayant que il était tout seul dans la vie. Et oui, car toutes les jeunes filles ou les femmes qui s'approchaient un peu de lui étaient tellement terrifiées qu'elles ne restaient pas longtemps. Sa voisine avait 2 magnifiques filles. Alors il est parti voir sa voisine et on lui dit, voilà, j'aimerais bien en épouser une des 2, je vous laisse le choix. Mais celle que j'épouserai aura le bénéfice d'obtenir toute ma richesse. Alors quand la mère a annoncé ça à ses filles, elle dit « Oh là là, mais il n'est pas question de se marier avec lui. Il est moche, il est affreux, il a une énorme barbe bleue. Et en plus, on sait qu'il a épousé plusieurs femmes. On n'a jamais retrouvé les femmes qu'il a épousées. Elles ont toutes disparu. Ah non, 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 pas question de m'approcher même de sa maison. » Barbe-Bleue décide d'inviter toute la famille, la mère et ses 2 filles, ainsi que quelques voisins et quelques amis à venir faire un tour à la campagne. Et là, une fois qu'il les a tous invités, c'est festin, la fête, on fait des grandes promenades, on passe vraiment un très bon moment, si bien que la cadette, à la fin de la semaine, a passé un si bon moment qu'elle trouve que sa barbe n'est plus si bleue et qu'il n'est pas si terrifiant que ça, et puis qu'il est bien aimable et courtois. Hein. Si bien que quand il rentre en ville, eh bien, le mariage se décide. Il se marie et Barbe-Bleue et sa nouvelle femme entrent dans son grand palais de la ville. Tout se passe bien, et au bout d'un mois, la Barbe-Bleue vient voir sa jeune femme et lui dit « Voilà, je dois aller régler quelques affaires en province, donc je te laisse maîtresse de la maison, voici mon trousseau de clés. Alors, et sur ce trousseau de clés, tu trouveras les moyens de pouvoir aller visiter toutes mes propriétés, hein, si tu le désires, mais aussi tout le palais, voilà, les pièces où j'ai entreposé ma vaisselle en or et en argent, mes meubles décorés, mes caissettes remplies d'argent et d'or, et puis voilà, le passe-partout aussi qui te permettra d'entrer dans toutes les chambres, et cette petite clé-ci. Voilà, cette petite clé-ci qui ouvre le cabinet qui se trouve au fond du corridor de l'appartement du bas. Tu peux aller partout. Tu peux même aller en province, te promener avec tes amis. Mais pour ce qui est de ce cabinet-ci,
je t'interdis d'y entrer. Je te l'interdis de telle manière que s'il t'arrivait de me désobéir, il n'y a rien que tu dois attendre de ma colère. » Il lui fait un gros bisou, il monte dans son carrosse et le voilà parti. Alors, la jeune fiancée, la jeune mariée, pardon, est un petit peu curieuse de nature quand même. Alors effectivement, une fois qu'elle a un petit peu visité quelques-uns des appartements, quelques-unes des chambres, qu'elle a été voir la vaisselle, enfin et tout, elle arrive devant le cabinet interdit. Et là, elle se dit non, non, il ne faut pas que je rentre, il m'a interdit d'y entrer. Et malgré tout, elle ne peut pas résister. Alors elle prend la petite clé, elle ouvre le cabinet, et quand elle pose un pas à l'intérieur de ce petit cabinet, il fait très noir, car les fenêtres sont fermées, et les rideaux devant. Et au bout d'un moment, son regard s'habitue, et là, elle voit sur le parquet des immenses mares de sang. Et dans le sang se reflète le corps de jeunes femmes qui sont accrochées le long des murs. Elle pousse un cri terrifiant. Elle laisse tomber sa clé. Elle récupère la clé. Elle ressort, elle ferme la porte du cabinet à clé et elle rentre vite dans sa chambre pour se remettre de ses émotions. Et au bout d'un moment, elle entend le carrosse de son mari qui revient dans la cour du palais. Alors, elle se remet un petit peu de rouge aux joues. Elle vérifie la clé, elle voit qu'il y a une petite tache de sang, elle nettoie autant qu'elle peut, mais la tache ne disparaît pas. C'est une clé ensorcelée. Quand elle nettoie d'un côté, la tache apparaît de l'autre. Alors elle décide de la poser à côté, elle redescend pour voir son mari et elle essaye de garder une contenance et de lui faire bon accueil. Et le lendemain, évidemment, la Barbe Bleue lui réclame ses clés. Et quand elle lui rend le trousseau, il regarde un moment et puis il dit mais il manque la petite clé du cabinet. Ah oui, j'ai dû la laisser sur ma table de chevet, je la redescendrai un peu plus tard. Oui, il n'y manque pas quand même, hein. Et puis après qu'il l'ait réclamé plusieurs fois cette clé et qu'elle ait souvent différé le fait de lui rendre, eh ben elle lui ramène la petite clé. Et là, il y a toujours la tache rouge. Alors la Barbe Bleue lui demande mais d'où vient cette tache de sang sur la clé? Je ne sais pas, dit-elle en blêmissant. Eh bien moi je sais, tu as visité le cabinet interdit. Eh bien tu vas y retourner et tu resteras auprès de ces femmes accrochées au mur. Ça t'apprendra à m'avoir désobéi. Oh, et là elle se met à genoux et elle pleure, elle lui supplie que plus jamais elle désobéira et qu'il oublie et qu'il lui pardonne. Non, je ne te pardonnerai jamais de m'avoir désobéi. Et maintenant, il est temps pour toi de mourir. Et il sort son épée. Et à ce moment-là, il dit, oh, laissez-moi juste le temps de prier Dieu pour qu'il lui recommande mon âme. Je te laisse un quart d'heure, pas un moment de plus. Et là, il sort de la chambre. La jeune fille appelle sa sœur. Elle lui raconte tout ce qui s'est passé. Elle lui dit, monte en haut du donjon. Mes frères doivent venir aujourd'hui, ils me l'ont promis. Donc si tu les vois, fais-leur signe qu'ils se hâtent. La sœur monte en haut du donjon. Et là, une fois qu'elle est en haut, la jeune mariée lui dit « Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir ?» Regarde. « Je ne vois rien que le soleil qui poudroie et l'herbe qui verdoie. » Et là, on entend la voix de la Barbe Bleue en dessous. « Il est temps de redescendre maintenant. Viens subir ton châtiment. » Oh, je vous en supplie, je descends à l'instant. Laissez-moi encore un petit peu de temps. Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir? Je ne vois que le soleil qui poudroie et l'herbe qui verdoie. Descendez maintenant, il est plus que temps. Oui, je descends à l'instant. Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir? Si, je vois au loin une poussière qui avance. Sont-ce mes frères? Non, ce n'est qu'un troupeau de moutons qui disparaît à l'horizon. Allez, maintenant, vous descendez. Oui, ou sinon je monte l'escalier. J'arrive à l'instant. Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir? Si, je vois deux cavaliers au loin qui approchent. Ce sont nos frères. Je leur fais signe qu'ils se hâtent. Et là, la jeune fille descend l'escalier, rejoint Barbe Bleue. Et lui, maintenant, il est temps que vous subissiez votre châtiment. Alors il lève son épée. Et là, un grand coup
frappe à la porte. Et fracasse à moitié cette porte même. On va ouvrir. Ce sont les 2 cavaliers, les 2 frères de notre jeune marié. Quand Barbe-Bleue les aperçoit, ils s'enfuient. Ils lui courent après et de leurs épées, ils le transpercent de part en part. Et la jeune fille se remet à peine de ses émotions qu'elle embrasse ses frères. C'est la seule héritière qui lui restait à Barbe-Bleue. Donc elle a hérité de toute sa fortune, de toutes ses maisons, de son palais, de ses carrosses en or, de ses cassettes d'argent et d'or. Alors elle a offert une belle dot à sa sœur, qui s'est mariée avec un homme qu'elle convoitait depuis un bon moment. Elle a offert une charge de capitaine à ses 2 frères, et elle s'est mariée elle-même avec un jeune homme qui lui a fait oublier toute cette mauvaise période. Et voilà. Inutile de vous dire que mon ami a passé un mauvais moment pour lui. Allez, je repars. Bon. Une femme âgée vivant seule décide de faire un puzzle dans son salon pour passer la soirée. Dehors, c'est la noirceur totale. Au fur et à mesure qu'elle assemble les pièces, une impression étrange la saisit. Elle reconnaît peu à peu dans son puzzle le décor de son salon, puis sa télévision, puis elle-même, vue de face. De plus en plus fébrile, elle continue. Les dernières pièces du puzzle qu'elle assemble sont celles de la fenêtre derrière elle. La toute dernière pièce du coin de la fenêtre montre le visage terrifiant d'un homme la regardant. Little baby, don't say a word. Mama's gonna buy you a mockingbird. And if that mockingbird won't sing, Mama's gonna buy you a diamond. Oh! Je vous en prie, prenez place! Elliot est un jeune garçon de 10 ans. Depuis quelques jours, il a déménagé dans une grande maison sombre, entourée d'un beau jardin. Toute la famille a pris ses marques, même Oscar, le chien. Un soir, alors que tout le monde dort depuis déjà un petit moment, Elliot est interrompu dans la lecture de son roman fantastique. Dans le couloir, le parquet grince. Son regard se fixe sur la porte de sa chambre, laissée légèrement entrebâillée, et il sent l'atmosphère se refroidir. Tout à coup, on entend un bruit sourd qui vient du salon. Et à ce même moment, la porte de la chambre s'ouvre violemment, et Oscar, qui dormait paisiblement dans son panier, a détalé à toute vitesse et est venu se réfugier sous le lit du jeune garçon en couinant. Elliot est paralysé par la peur. Sa respiration est haletante et brumeuse. Après quelques minutes, la température se rétablit et la respiration d'Elliot s'apaise. Est-ce que ses parents ont entendu ce bruit ? Mais si c'était le cas, ils seraient déjà dans le couloir. Mais la maison reste silencieuse. Pour se rassurer, Elliot laisse la lumière allumée et s'endort.
Au petit matin, il s'apprête à rejoindre ses parents dans la cuisine pour prendre son petit déjeuner, quand il aperçoit dans le salon un livre tombé au sol. C'était donc ça, le bruit sourd de la veille. Il regarde la bibliothèque. Tous les livres sont rangés les uns à côté des autres. Il n'en manque aucun espace vide. D'où et comment aurait-il pu tomber? Il le ramasse en prenant bien soin de garder la double page à laquelle il s'est ouvert. Et il regarde la couverture. La maison est hantée. Cette coïncidence est loin de le rassurer, et son inquiétude continue de grimper quand il regarde la double page. Un dessin au fusain de sa maison, sur laquelle campe un monstre aux cornes de bélier, aux dents pointues et aux griffes acérées. Il reconnaît tout de suite le croque-mitaine de ses histoires. Paralysé par la peur, il lâche le livre et court vers la cuisine avertir ses parents. « Notre maison est hantée, il faut partir d'ici, vite !»« Mais calme-toi, mais qu'est-ce que c'est que ces bêtises ?»« Ce ne sont pas des bêtises, la preuve est dans le livre du salon, venez voir !» Les trois arrivent dans la pièce et le livre a disparu. « Mais de quel livre parles-tu ? Il n'en manque aucun, » dit la maman en regardant la bibliothèque. « Mais il était là, par terre !»« Tu devrais arrêter de lire tes romans fantastiques, ça ne te réussit pas. Allez, file, tu vas être en retard. » Elliot prend ses affaires et prend le chemin de l'école. Toute la journée, il reste perturbé par ces événements qui se sont produits chez lui. Il faut qu'il trouve un moyen de chasser le croque-mitaine. Le soir venu, il se couche et prête l'oreille. Mais rien ne se produit. Il cherche à lutter contre la fatigue, mais il s'endort. Le croque-mitaine qui hante sa maison a décidé de hanter son sommeil et il le plonge dans un profond cauchemar. Il est enfermé dans un placard, il a du mal à respirer, il tape de toutes ses forces, il parvient à sortir, il se met à courir, mais ses jambes ne sont pas assez rapides, il court au ralenti, et derrière, des créatures immondes et effrayantes se rapprochent. Il traverse une forêt obscure, il arrive dans une rue déserte, inconnue, il est perdu. Il voit au loin une silhouette. Il s'en rapproche et il découvre une jeune fille dont le teint est aussi pâle qu'un cadavre. « Délivre-moi, chasse le croque-mitaine, sinon tu finiras comme moi, emprisonné dans les cauchemars. »« Mais comment faire ?»« Le croque-mitaine aime l'obscurité et se nourrit de tes peurs les plus profondes. Trouve une boîte que tu peux fermer à clé et glisse-y des mots effrayants. Le croque-mitaine sera attiré par ce parfum de terreur. Ferme aussitôt la boîte et cache-la. Personne ne doit la trouver et l'ouvrir. Maintenant, saute !» Avant qu'il n'ait pu comprendre, la silhouette a disparu et Elliot se retrouve sur le toit de sa maison. Et une force le pousse dans le vide. Elliot se réveille trempé, essoufflé. Quel cauchemar! Le jour est sur le point de se lever. Il ne perd pas une seconde. Il sort de son lit, s'installe à son bureau et se met à griffonner des papiers avec des mots effrayants. Sorcière, zombie, cimetière. Il prend un petit coffre en métal dans lequel il met son argent de poche et il le place au milieu de sa chambre. Quelques minutes suffisent pour voir arriver sous la porte une ombre qui rampe comme un serpent cherchant sa proie et venir envahir le coffre. Il le referme aussitôt à clé
et va le cacher dans le grenier, dans une grande malle en bois. Si vous aussi, vous trouvez dans votre grenier une petite boîte fermée à clé, ne soyez pas trop curieux, vous pourriez le regretter. Hush, little baby, don't say a word. Mama's gonna buy you a mockingbird. And if that mockingbird won't sing, Mama's gonna buy you a diamond ring. En Sibérie, il y a une forêt hantée. Et au fond de cette forêt, il y a une maison qui tourne sur elle-même et qui est posée sur des pattes de poulet. Et cette maison, c'est la maison de la terrible sorcière. Baba Yaga, oui, c'est moi. Et moi, ma spécialité, ce que je préfère dans la vie, c'est enlever des enfants avec mes oies sauvages et les manger avec une soupe. Et à côté de cette forêt, il y a un petit village dans lequel vivent Anastasia, une petite fille, et Alexei, un petit garçon. Alors un jour, les parents d'Anastasia l'appellent et lui disent « Anastasia, écoute, ton père et moi, on va aller moissonner le blé. Alors tu as une mission, c'est garder Alexei, d'accord? Tu ne le quittes pas d'une semelle. » D'accord. Tu me promets? Oui, oui. Alors les parents partent, Anastasia attend de ne plus les voir, et dès que c'est fait, elle appelle son frère. « Alexei, Alexei, viens ici, viens, voilà. » Eh ben écoute, tu restes sur le palier de la porte, et puis moi je vais aller jouer avec mes amis, d'accord? Et tu fais attention, tu bouges pas, sinon je le dis à papa et à maman. Mais papa et maman, ils ont dit que tu devais me garder. Je fais ce que je veux, je suis grande, voilà. Tu restes ici et tu bouges pas. Et Anastasia part jouer avec ses amis. C'est à ce moment-là que son pire cauchemar arrive. Au loin, elle voit que le ciel s'assombrit. Le vent se lève. Il y a un grondement pire que le tonnerre. Ce sont les oies sauvages. Et sur l'une d'elles, Baba Yaga. Là, ce petit-là, les oies sauvages, plongez sur lui. Je vais l'emmener, demain je le mangerai avec une soupe. Anastasia voit tout ça, mais elle ne peut plus rien faire. Une oie sauvage plonge sur son frère, l'attrape et elles disparaissent dans les forêts. Oh non! Oh non, non! Qu'est-ce que je vais dire à papa et à maman? Moi, ils vont me gronder maintenant. Bon, j'ai pas le choix, faut que j'aille le sauver. Oh. Donc, elle se met à courir. Elle rentre dans la forêt. Et là, elle croise sur son chemin un four. Monsieur le four, s'il vous plaît, excusez-moi. Est-ce que vous avez vu passer des oies sauvages? Elles ont enlevé mon frère Alexei et puis Baba Yaga, elle va le manger. Oui, je l'ai vu passer. Mais je ne te le dirai que si tu manges mes pains trop cuits. Ah, non, je mangerai pas de tes pains trop cuits. Moi, à la maison, je mange que les pains blancs de ma maman. C'est pas grave, tant pis, à bientôt. Donc, elle continue son chemin, elle avance, elle court, et là, elle voit devant elle un vieux pommier, avec les branches sur le point de casser, remplies de pommes pourries. Monsieur le pommier, est-ce que vous avez vu passer les oies sauvages? Elles ont volé mon frère, et puis Baba Yaga, elle va le manger. Oui, je les ai vus passer, mais je ne te le dirai que si tu manges une de mes pommes pourries. Ah, non. Moi, je mange que les pommes rouges des pommiers de ma maman et de mon papa. Tant pis, c'est pas grave. Au revoir, pommier. Donc, elle continue son chemin, elle avance et elle se retrouve devant une rivière de lait caillé. Oh, Madame la rivière, est-ce que vous avez vu passer mon frère avec les oies sauvages? Elles l'ont enlevé et puis Baba Yaga, elle va le manger. Oh oui, je les ai vus passer. Mais je ne te le dirai que si tu bois un peu de mon lait caillé. Non. Non. Moi, je bois que le lait frais des vaches de mes parents. Tant pis, c'est pas grave. Au revoir, rivière. Bon, elle continue son chemin, elle se perd en forêt et d'un coup, elle croise un petit hérisson qui creusait un trou.
Oui, c'est quoi? Petit hérisson, est-ce que t'aurais vu passer des oies sauvages? Elles ont enlevé mon petit frère et puis Baba Yaga va les manger et puis personne n'a envie de m'aider de toute façon, donc il va mourir et puis moi aussi je vais mourir dans cette forêt. Puis... calme-toi, c'est bon, je vais te le dire. Elles sont parties par là-bas. Dépêche-toi. Au revoir, petite fille. Alors, Anastasia continue sa route et elle arrive devant la maison de Baba Yaga. Et au pied de poule, d'une de ces pattes-là, eh bien, il y a Alexei qui est attaché. Anastasia rampe discrètement. Elle détache le câble et elle se met à courir avec Alexei. Sauf que Baba Yaga a tout vu. Oh non! Les oies sauvages! Partez à la poursuite de ces deux enfants. Vous me les ramenez tous les deux. Je les mangerai dès que vous rentrez. Allez-y! Alors les oies sauvages s'envolent et elles ont un odorat extraordinaire. Elles sentent l'enfant. Alors elles volent et derrière, Alexei et Anastasia courent. Oh, elles arrivent. Oh, Madame la Rivière. Oui, qu'est-ce qui se passe? Madame la Rivière, les oies sauvages, elles vont nous manger. Est-ce que vous pourriez nous cacher, s'il vous plaît? D'accord. À la condition que tu bois un peu de mon lait caillé. Alors Anastasia n'a pas le choix. Elle prend du lait et... c'est dégoûtant. Et au moment où les oies sauvages vont plonger sur les enfants, la rivière les prend dans ses bras et les cache. Les oies sauvages, elles, ne sentent plus que l'odeur du lait caillé, donc elles continuent leur route. Merci beaucoup, rivière. Allez-y, les enfants, courez, ne vous arrêtez pas. Alors Alexei et Anastasia courent. Ils courent. Mais les oies sauvages ont senti l'odeur des enfants. Et là, Anastasia et Alexei arrivent devant le pommier. Monsieur le pommier, s'il vous plaît, aidez-nous, les oies sauvages, elles vont nous manger. D'accord, Anastasia, mais à la condition que tu manges mes pommes pourries. Bon, d'accord. Alors elle prend une pomme, une deuxième pomme, et c'est parti. Elles sont pourries. Elle mange des pommes, et au moment où les oies vont plonger sur les deux enfants, le pommier les attrape et les cache dans ses branches. Les oies sauvages, elles ne sentent plus que l'odeur des pommes pourries, donc elles continuent leur chemin. Et c'est à ce moment-là que le pommier les libère. Allez-y, les enfants, courez, ne vous arrêtez pas. Alors les deux enfants courent, et ils arrivent devant le four à pain. C'est à ce moment-là que les oies sauvages sentent l'odeur des enfants. Oh, monsieur le four, s'il vous plaît, cachez-nous, les oies sauvages, elles vont plonger, elles vont nous manger. D'accord, à la condition que tu manges mes pains trop cuits. Oh, d'accord. Alors elle prend un pain, un deuxième pain, et un très cuit. Elle mange, et au moment où les oies plongent sur les deux enfants, le four les attrape et enferme les deux enfants. Les oies sauvages, elles ne sentent plus que l'odeur de pain trop cuit. Alors, elles rentrent chez Baba Yaga, déçues de ne pas avoir réussi. Vite les enfants, partez! Elles sont parties, courez! Les deux enfants courent et ils arrivent enfin chez eux. Alexei, tu dis rien à papa et à maman, hein, d'accord? Ça reste entre toi et moi. D'accord. Mais à la condition que tu manges mes épinards ce soir. Alors le soir venu, Anastasia a mangé les épinards. C'est dégoûtant. Allez, fous-moi le camp! Quand même pas possible, ça, qu'on peut pas être... toujours des menaces, hein. T'as toujours des... Quand même. Ça va, toi? M'en veux pas? Hein? Ouais. J'aime bien ça. C'était une nuit
Sombre et brumeuse. Denise. Ah. Bon. Denise avait de la difficulté à rester éveillée et la route était trempée. Le niveau d'essence commençait à être dangereusement bas et elle n'avait aucune idée d'où se trouvait la prochaine ville. Fin de l'histoire. Je rigole. Bon alors, juste au moment où elle allait arrêter la voiture pour dormir sur le bord de la route, elle aperçoit une petite station d'essence décrépite. Elle s'y arrête. Le commis semble très distrait par l'arrière de la voiture pendant qu'elle lui demande de faire le plein. Il s'exécute enfin, mais lui demande d'ouvrir le capot parce qu'il flaire un problème. Le cœur de Denise fait 3 tours. Elle est seule dans une petite station-service crasseuse au milieu de nulle part et le commis a de drôles d'agissements. Il lui demande de sortir de la voiture pour venir voir le moteur. Elle s'exécute, tout en se demandant pourquoi elle ne se met pas à crier. Ah oui. Aussitôt arrivé devant la voiture, il l'attrape par le bras, puis lui met la main sur la bouche et l'entraîne de force à l'intérieur du bureau. Une fois à l'intérieur, la femme, apeurée, part en courant vers sa voiture et file à toute vitesse. Au bout de quelques minutes, Denise regarde dans son rétroviseur. Elle voit un homme avec un chandail à capuchon et une hache dans la main sur la banquette arrière. D'un mouvement de bras, il décapite la pauvre femme avec sa hache. Et vous regardez bien sur la banquette arrière de la voiture avant de démarrer? Et ben quoi? Filez, allez vous coucher. Ils sont moches. Hey, viens avec moi, toi. Il est mignon. Filez, avant qu'il soit trop tard. And if that mockingbird won't sing, Mama's gonna buy you a diamond ring.